Il est 14 h, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez cet après-midi pour le non-stop, nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité de ce samedi, un vol sur 5 annulé à l'aéroport de Roissy en ce jour de départ en vacances. Grosse perturbation depuis ce matin. Les grévistes demandent notamment des augmentations de salaire. Qu'en est-il de la situation? Nous sommes sur place avec Thomas Herman, puis on va en parler avec Jean Serra, consultant aéronautique de BFM TV. Plus de 125 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne, des hospitalisations qui repartent également à la hausse, tout comme les demandes de rappel vaccinal. Comment allons-nous passer cette 7e vague de Covid? Faut-il remettre le masque par précaution? Décryptage avec le professeur Bruno Megarban dans ce journal. La situation en Ukraine, au moins 21 personnes ont été tuées dans des frappes sur des immeubles de la région d'Odessa. Pourquoi cette frappe à cet endroit? Les explications dans un instant. À la une également, ces chaleurs inhabituelles au Japon. Après des températures élevées très précoces en France, le Japon fait lui aussi face aux conséquences du réchauffement climatique. Va-t-il falloir s'y habituer ou peut-on encore inverser la tendance? Nous retrouverons le correspondant Corentin Simon sur place. À la une de l'actualité, donc la pagaille à l'aéroport de Roissy en ce jour de départ en vacances. 20% de vols ont été annulés ce matin, 120 vols supprimés sur la journée, avec une crainte pour ces vacances d'été. Thomas Herman, vous êtes sur place pour la BFM TV. Thomas, retour à la normale désormais ou pas? La situation s'améliore cet après-midi, néanmoins il y a encore quelques complexités, notamment quand vous devez déposer vos bagages, eh bien ça peut prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. La sûreté également et la sécurité de l'aéroport est impactée par cette grève, ce qui peut occasionner quelques retards, notamment au moment du décollage de votre avion, puisque la sécurité des pistes est assurée par les sapeurs-pompiers qui, eux, sont en grève depuis jeudi, par exemple. Comment ça se passe du côté des usagers? Eh bien, ce matin, on avait un vol sur 5 annulé entre 7 h et 14 h. Cet après-midi, il n'y a plus d'annulation de vol, peut-être quelques retards par-ci ou là. Comment, d'ailleurs, ont réagi ces usagers? Écoutez-les au micro de David Bouteiller. Voilà, annulé chez Lufthansa, reprotégé chez Air France. On a fait des allers-retours entre les deux côtés du terminal de Roissy. Pour récupérer les bagages, oui, on a attendu longtemps. On a attendu 1h30, ouais. 1h30 à peu près. Ouais. On n'était pas tellement prévenus. On savait qu'il y avait un mouvement à Charles de Gaulle, et puis ça s'est étendu à Orly, et maintenant c'est à Marseille également, et donc on a cru comprendre que c'était dans le pays entier. À quoi sert une grève si ça dérange personne? Une grève, c'est pour sensibiliser les gens finalement. Donc il faut dire aux gens, bah voilà, on a des problèmes, on vous en fait part. Alors qu'est-ce que demandent les syndicats et pourquoi ça bloque en ce moment? Eh bien, il y a des discussions qui sont en cours entre la direction d'ADP et les syndicats. Les syndicats demandent une revalorisation salariale de 6%, mais la direction s'est arrêtée à 3,5%. Ça bloque, il n'y a plus de dialogue depuis hier entre la direction d'ADP et les syndicats. Le préavis de grève, lui, c'est jusqu'à dimanche soir. Mais si ces discussions n'aboutissent pas, il est possible que le week-end prochain, il y ait une nouvelle situation perturbée ici à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, comme quoi les turbulences en ce moment, ce n'est pas que dans le ciel, c'est aussi au sol ici à Roissy. Merci pour ces précisions. Thomas Herman, en direct de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle avec Bernard Horry pour BFM TV. Bonjour Jean Serra, merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes notre consultant aéronautique. On le voyait avec notre reporter sur place à l'aéroport de Roissy. Il y a ces revendications en ligne de mire, évidemment, des demandes de hausse de salaire en fonction de l'inflation. Exactement. Il y a en ce moment des conflits importants qui sont en train de démarrer ce week-end, qui risquent de s'aggraver le week-end prochain aussi. Effectivement, il y a l'inflation qui est là. Il y a eu également la crise Covid où beaucoup d'entreprises, dont ADP, se sont débarrassées de pas mal de salariés. Donc, ils sont en sous-effectif avec des contraintes professionnelles qui sont lourdes. Donc effectivement, il y a un mouvement de grève important qui est en train de se développer dans tous les corps de métier de l'aéroport. Et bien sûr, les personnes qui sont impactées sont malheureusement les passagers qui attendaient avec impatience l'été pour partir en vacances. Vous Voilà. le disiez, Jean, effectivement, un nouveau préavis de grève a déjà été déposé pour le week-end prochain. Est-ce qu'on peut craindre un été globalement perturbé dans les transports? Écoutez, je vais vous donner une très bonne nouvelle. Vous savez qu'il y avait un mouvement de grève qui était lancé par les pompiers du ciel, qui sont sur les bases, bien sûr, de Toulon, de Béziers, d'Istres, et
hier, ils ont signé avec M. Darmanin en personne un accord. Donc, il y a des possibilités d'accord, d'entente. Il faudra qu'il y ait des efforts des deux côtés de manière à ce qu'on sorte de ce conflit. Donc, je reste optimiste. Alors, il y a les perturbations liées à ces vols. Y en aura-t-il suffisamment ou pas cet été? Il y a aussi eu des problèmes par rapport aux bagages. Des milliers de passagers qui sont partis sans leurs bagages hier en cause d'une panne technique. Est-ce que ces personnes auront une chance ou non de retrouver ces bagages? Oui, on a abordé ce sujet, le problème des bagages. Le gros problème que ces passagers vont avoir maintenant, c'est qu'eux, ils sont partis avec l'avion sans leurs bagages. Maintenant, ces bagages, va falloir les mettre dans un avion suivant. Est-ce qu'il y a suffisamment de fréquences sur la destination qu'ils ont choisie? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, est-ce qu'il reste de la capacité d'embarquement de ces bagages pour pouvoir les acheminer? Alors, ils peuvent très bien avoir leurs bagages aujourd'hui même, comme malheureusement dans 2, 3, 4 jours. Jean, concernant cette situation de grève dans les aéroports, notamment à Roissy, on voit que ça s'élargit également au reste de l'Europe. Il y a d'autres pays qui sont concernés. Ah ben il y a d'autres pays, exactement. Il y a eu des problèmes très importants. Il y a en ce moment des problèmes très importants en Grande-Bretagne. Il y en a de l'autre côté de l'Atlantique au Canada. Et il y a plusieurs pays en Europe qui effectivement ont des contraintes avec des mouvements de grève, des mouvements de contestation qui sont importants. On est dans une période très très difficile pour l'aérien. Et malheureusement, en ce début d'été, ça se présente pas bien dans beaucoup d'aéroports. Merci Jean Serra, consultant aéronautique BFM TV, pour ces explications donc, sur ce mouvement social aux aéroports parisiens, notamment à Roissy. Encore aujourd'hui, on en vient à présent à l'épidémie de Covid avec cette 7e vague qui donc s'accélère. On est désormais à plus de 125 000 personnes qui ont été testées positives en 24 heures. C'est plus 57% en une semaine à peine. Un taux d'incidence, vous voyez, qui frôle les 900 et un taux de reproduction nettement supérieur à 1 également. Et les hospitalisations qui, elles aussi, repartent à la hausse. Avec nous, le professeur Bruno Megarban. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Quelle est la situation actuellement dans votre service et est-ce que vous êtes inquiet par ce rebond de l'épidémie ? Écoutez, la situation dans le service de réanimation médicale est parfaitement stable. Nous n'avons pas de patients nouveaux qui présentent une pneumonie Covid. À l'inverse, nous avons un patient qui est infecté par le SARS-CoV-2 et qui est là pour d'autres raisons. C'est le cas très probablement de la totalité des services de réanimation, c'est-à-dire que pour le moment, la vague hospitalière correspond essentiellement à des personnes qui viennent pour d'autres raisons et qui sont infectées au moment de leur entrée par SARS-CoV-2. C'est le dépistage systématique que nous faisons à l'admission des patients à l'hôpital qui révèle cette infection. Alors quand même pour un certain nombre d'entre eux, notamment les personnes les plus âgées, il est probable que cette infection par SARS-CoV-2 ait précipité l'aggravation qui a fait que le patient a déséquilibré sa maladie de fond et s'est retrouvé hospitalisé. Alors c'est important ce que vous dites. Donc ces personnes qui sont actuellement dans votre hôpital ne sont pas venues pour des cas de Covid. Elles ne savaient pas qu'elles étaient positives. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup plus de cas qu'on ne le dit actuellement. Bien sûr. Et est-ce que ça veut dire aussi que les personnes du coup qui sont positives ne vont pas à l'hôpital, que ce n'est finalement pas si grave que ça, en tout cas pour permettre une hospitalisation? C'est surtout ça le point important, c'est-à-dire grâce à la couverture vaccinale qui est excellente dans la population générale de 80%, grâce aux infections antérieures que nous avons connues, il est probable, on estime que la moitié de la population a déjà rencontré Omicron précédemment. Grâce finalement aussi au fait que ces sous-variants sont un tout petit peu moins virulents que les variants précédents, eh bien, il y a une déconnexion entre les contaminations qui augmentent de façon très importante, comme vous l'avez dit, et finalement le rebond hospitalier qui est très modeste et qui est actuellement sous contrôle et qui finalement survient dans une période en tout cas pour les services de réanimation, où la situation est plutôt calme. À l'inverse, là où il peut y avoir une certaine inquiétude, c'est les services de médecine d'aval des services d'urgence, où là, il y a déjà saturation par manque de personnel, par fermeture de lits. Et donc, s'il y avait un excès, même minime, de personnes admises pour Covid-19, il pourrait y avoir un grave problème pour la prise en charge de ces patients.
Ce Covid peut-il nous gâcher l'été, professeur ? Non, je ne crois pas. Non, sincèrement, je ne crois pas. On va dire aujourd'hui, tout le monde a bien compris les risques s'il était contaminé et les situations de vulnérabilité. Donc, à chacun d'adapter, on va dire, son comportement par rapport à ses propres risques. Donc, si vous êtes jeune, en bonne santé, sans comorbidité et vacciné, vous ne risquez quasiment rien, à part peut-être d'avoir un petit rhume pendant quelques jours. À l'inverse, si vous êtes âgé, vous avez des comorbidités, vous êtes immunodéprimé, vous avez une greffe d'organes, vous prenez des médicaments immunosuppresseurs, eh bien là, les choses peuvent être un tout petit peu différentes. Il faut être extrêmement prudent et vous avez 2 gros moyens pour vous protéger. Le premier, c'est le port du masque dans les lieux clos, publics, mal aérés, typiquement les transports en commun. Et le second, c'est aller très vite faire votre dose de rappel, la 2e dose, c'est-à-dire la 4e dose, qui va permettre de rebooster votre immunité et de vous protéger de façon plus efficace contre le risque d'être admis à l'hôpital pour une forme plus sévère de la maladie. Une 4e dose, on le rappelle, qui concerne les plus de 60 ans à l'heure actuelle et dont 6 millions de personnes n'ont pas encore bénéficié. Par ailleurs, professeur, restez avec nous. Concernant la variole du singe, l'OMS appelle désormais à une action urgente en Europe face à l'envolée des cas. Selon d'ailleurs les données de l'OMS, l'Europe compte désormais plus de 4500 cas confirmés en laboratoire, soit 3 fois plus qu'à la mi-juin. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette augmentation du nombre de cas de variole du singe quand l'OMS appelle donc à cette action urgente? D'ailleurs, ça veut dire quoi cette action urgente? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, en fait, c'est plutôt un message pour les autorités sanitaires afin, on va dire, de mieux établir les filières de diagnostic des chaînes de contamination, d'optimiser les moyens diagnostiques dans les hôpitaux pour permettre d'identifier les cas de variole du singe, puisque, comme vous le savez, évidemment, l'éruption cutanée n'est pas spécifique de la maladie et beaucoup d'autres maladies virales peuvent mimer cette éruption. Mais pour la population générale, il n'y a quand même pas d'inquiétude à avoir. Ça n'a rien à voir avec la Covid-19. Vous l'avez dit d'ailleurs dans vos chiffres. Vous voyez, tous les jours, il y a 100 000 nouvelles contaminations par Covid-19. À l'inverse, il n'y a, en France uniquement, à l'inverse, en Europe entière et dans le monde entier, il y a 4000 cas en tout de variole du singe. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et vous voyez, pour chacun d'entre nous, les risques d'être contaminé par la variole du singe sont quasi nuls. En fait, il faut un contact extrêmement rapproché avec une personne qui est déjà infectée, qui est symptomatique, qui présente des lésions cutanées. Et donc la probabilité est très faible. Par contre, en termes de santé publique, évidemment, il faut comprendre les chaînes de contamination pour, malgré tout, limiter, voire annuler totalement la diffusion de ce virus hors de son territoire endémique habituel. Merci beaucoup, professeur Megarban, pour toutes vos explications en direct sur BFM TV cet après-midi. Ce nouvel élément à présent dans l'affaire Christophe Douard, ce chasseur retrouvé décapité en 1995. Sa veuve a été mise en examen hier. Et aujourd'hui, il y a ce témoignage du frère de la victime, totalement bouleversé par ce nouveau rebondissement. Edgar Becquet, Anne Orban et Joanne Chérifi. 27 ans après la disparition de son frère, Olivier est aujourd'hui dévasté par la mise en examen de son ancienne belle-sœur. Un écroulement total parce que je m'attendais vraiment à tout sauf à ça, donc je suis un peu par terre là. J'ai été proche les premières années de la disparition de mon frère, puisqu'on se connaît depuis 40 ans. Je pense qu'elle m'estimait bien et que je l'estimais énormément. Et je ne pensais pas qu'elle était capable de faire ça et de masquer ça pendant aussi longtemps. C'est chez lui que Christophe Douard a passé la soirée avant de disparaître, le 16 décembre 1995. L'homme est âgé de 28 ans et passionné de chasse. Il est retrouvé mort 10 jours plus tard, décapité dans un fossé de Bussé, une petite commune de l'Allier. L'ex-épouse de la victime, à droite sur cette image, est désormais la principale suspecte. Mais pour le frère de Christophe Douard, impossible que sa belle-sœur ait pu agir seule. Je suis certain qu'il y a une complicité. J'en suis certain parce que c'est pas possible qu'une femme fasse tout ça. Physiquement, on peut pas faire un acte pareil et une machination comme ça toute seule. En détention provisoire depuis hier, la veuve de Christophe Douard continue de nier l'évidence, assure le procureur de l'Allier.
On en vient à la guerre en Ukraine à présent et ce dernier bilan des frappes russes qui ont touché Odessa hier. 21 morts et 38 blessés au moins. Un grand immeuble et un complexe touristique ont été détruits. Le président Zelensky a évoqué un nouvel acte de terreur délibéré. De puissantes explosions ont aussi été entendues ce matin à Mykolaïv, non loin de là. Et selon les agences russes, les séparatistes disent avoir encerclé Lysychansk. Bonjour, Général Jean-Paul Paloméros. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur BFM TV. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et commandant suprême allié transformation de l'OTAN. Pourquoi, selon vous, les forces russes ont-elles frappé à cet endroit, précisément donc dans la région d'Odessa? Parce qu'ils veulent maintenir la pression sur le sud de l'Ukraine. Ils ont pris Kherson et ils essayent de maintenir cette pression pour éviter en particulier une contre-attaque des Ukrainiens qui a été amorcée. Bon, elle semble un peu pas tout à fait encore en marche, mais il y a de toute façon du côté de M. Zelensky un intérêt certain à essayer de reprendre Kherson et en tout cas de tenir la ligne sur le sud. Il est hors de question pour les Ukrainiens que Mykolaïv et surtout Odessa soient pris par les Russes, bien sûr. Alors dans cette région aussi, sur la mer Noire, dans la mer Noire, il y a cette île aux serpents que les Russes ont dû quitter. Est-ce qu'il y a aussi à voir là un esprit de revanche? Je crois qu'on a perdu la liaison avec le général Paloméros. On essaiera de le retrouver un peu plus tard. On va parler également donc de ces... Ah, on l'a retrouvé. Bonjour. Je vous posais la question de est-ce qu'il y a un esprit de revanche peut-être des Russes dans cette région de la mer Noire quand on sait qu'ils ont dû se retirer de l'île aux serpents? C'est certain que cette perte, c'est une perte qui n'est pas vraiment stratégique, mais quand même, c'est symbolique. Et il est clair que les Russes sont maintenant vulnérables. Les Ukrainiens ont des armes pour repousser la marine russe. Donc, et cette région est stratégique. D'abord, les Russes veulent maintenir le blocus contre l'Ukraine, dont on voit les effets terrible qu'il va avoir sur d'ailleurs l'ensemble de populations, et en particulier dans les pays pauvres. Et puis, ils veulent maintenir cette pression absolument parce qu'ils ne veulent pas céder un pouce de ce qu'ils ont gagné à l'heure actuelle, alors que les Ukrainiens veulent absolument reprendre la main sur ce sud, au moins une partie. Général, sur l'île aux serpents, les Ukrainiens ont dit qu'il y avait eu des bombes au phosphore utilisées par les Russes. De quoi s'agit-il? On va réexpliquer ce que c'est et est-ce que c'est crédible selon vous? Oui, moi je pense qu'il y a eu effectivement des bombes. Il y a eu effectivement des bombes au phosphore qui ont été tirées, d'après ce qu'on voit sur les photos. Mais comme il n'y a plus que des forces militaires sur cette île, si vous voulez, le droit de la guerre interdit ces armes contre des civils. Donc les Russes peuvent toujours dire qu'ils s'en prennent à des militaires. Merci beaucoup, Général Paloméros, d'avoir répondu à nos questions sur BFM TV sur cette situation donc en Ukraine et dans les zones qui ont été occupées par les Russes. Les blessures psychologiques sont considérables. Toujours, l'ONG Médecins sans frontières détecte les plus fragiles et prend en charge ses habitants. Reportage à Hostomel, au nord de Kiev, signé Jérémy Muller et Caroline Philippe. Il y a eu des combats ici, des tirs. Un obus est tombé là. Le trottoir est explosé. Depuis les bombardements, je sursaute à chaque bruit. Les bombardements, Natalia les a vécus pendant plus de 3 semaines. Pour évacuer ce traumatisme, elle partage son vécu avec une psychologue dans ce centre médical. On s'est enfui, mais on est tombé sur une trentaine de soldats russes. Ils nous ont fait signe, demi-tour. J'étais stressée, je n'arrivais pas à changer de vitesse. Ils ont d'abord tiré en l'air et ensuite sur nous, dans la voiture. La chose la plus effrayante, ce sont les bombardements la nuit. Médecins sans frontières organisent des séances de thérapie collective pour détecter les plus fragiles. Ils font aussi du porte-à-porte, puis ils accompagnent individuellement les patients, comme Natalia. Je prends des calmants. Je me confie. Et la psychologue me donne beaucoup de conseils. C'est sa 9e séance avec sa psychologue. Aujourd'hui, Natalia va beaucoup mieux, selon elle. Elle dormait mal, tout habillée.
Et elle avait peur de tous les bruits dans la rue. Maintenant, elle dort en pyjama, elle mange bien. Elle a repris le travail et elle sort même de chez elle. Pour certains patients, une séance suffit. Pour Natalia, le suivi sera long. Elle a besoin d'être accompagnée encore plusieurs mois, selon les médecins. Direction le Japon à présent, du rugby avec une 9e victoire consécutive pour les Bleus, vainqueurs du Japon 42-23. Premier match de la tournée estivale du 15 de France. Les hommes de Fabien Galtier ont inscrit 5 essais par Damien Penaud à 2 reprises, Mathis Lebel, Yoram Moefana et Pierre Bourgarit. Un match qui s'est joué sous une chaleur caniculaire avec un air étouffant. Il faisait plus de 35 degrés pour cette rencontre. Difficile condition en effet pour jouer ce match de rugby. On prend la direction du Japon. Bonjour Constantin Simon, vous êtes correspondant sur place. Le Japon connaît-il actuellement justement des chaleurs inhabituelles pour la saison ? Bah oui, c'est vraiment ça qu'ont dû affronter aujourd'hui les joueurs de rugby français, non seulement les Japonais, mais aussi cette chaleur absolument suffocante. En juin, eh bien, le thermomètre a franchi dans les régions autour de Tokyo la barre des 40 degrés. Ça n'était jamais arrivé. En plus, quand il fait 40 degrés ou, comme vous le disiez, 35 degrés au Japon, il faut comprendre qu'en fait, il y a une humidité très forte. Donc, c'est vraiment un hammam. On a l'impression d'être dans un bain d'eau. On dégouline toute la journée. C'est vraiment ce qu'ont dû ressentir aujourd'hui les joueurs de rugby français. Alors, les autorités japonaises sont assez inquiètes. Qu'est-ce qui explique, si vous voulez, une telle chaleur, alors que normalement, eh bien, on devrait être en pleine saison des pluies, le fameux Tsuyu japonais, en juin et jusqu'à normalement, eh bien, à la mi-juillet, il y a normalement la saison des pluies. Il devrait faire beaucoup plus frais. Eh bien, ce n'est pas le cas. La saison des pluies a été, sans doute à cause du réchauffement climatique, la plus courte de l'histoire du Japon. Elle s'est finie très en avance à la fin juin. Voilà. Alors, les autorités sont extrêmement inquiètes. Elles ont fait des appels à la population à économiser l'énergie, notamment à mettre les climatiseurs à peu près pas moins de 28 degrés, parce que le Japon a peur d'une coupure totale, notamment pour la région de Tokyo qui compte près de 40 millions d'habitants. Un Japonais sur 3, cela pourrait arriver. Le Japon a des gros problèmes d'électricité et ça serait un problème notamment pour les vulnérables, les enfants en bas âge, les bébés, mais surtout les personnes âgées. Rappelons tout de même que le Japon compte 30% de sa population qui a plus de 65 ans. Il y a 6 centenaires pour 1000 habitants. C'est le double du chiffre en France. Donc voilà, c'est pour ces personnes-là en particulier que les autorités sont très inquiètes. Merci beaucoup Constantin Simon d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Alors pour bien comprendre ce qu'il est en train de se passer, tous ces phénomènes météorologiques, nous sommes avec Alain Mazot. Bonjour, vous êtes climatologue au LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Les Japonais, on l'a vu, donc subissent ce que l'on a vécu nous aussi avec cette canicule très précoce en juin. Aucune partie du monde finalement n'est épargnée par ces vagues de chaleur d'une intensité assez inhabituelle. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à ces canicules inédites? Oui, d'une certaine façon, oui, il va falloir s'habituer, s'adapter, parce qu'avec le réchauffement climatique causé par les activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre, ces événements arrivent de manière plus précoce dans la saison, et puis c'est de l'air aussi plus chaud qui arrive. D'une façon générale, j'ai regardé rapidement, au Japon, il y a une configuration un peu comme nous avons eu il y a quelques semaines, avec une dépression côté sud-ouest et un dôme de chaleur côté sud-est, et ça fait comme 2 roues qui envoient là-bas de l'air très chaud. Alors, face à la... Oui, allez-y, pardon, terminez. Oui, encore une fois, le réchauffement climatique favorise l'intensité de ces événements et aussi leur arrivée plus précoce en saison. Il va donc falloir s'y habituer, il va falloir aussi adapter nos comportements. Par exemple, à Tokyo, on demande aux habitants d'économiser l'électricité. Que peut-on faire face à ce genre de phénomène ? Oui. Alors, sur le court terme, il faut se protéger, sans doute rester chez soi, fermer les fenêtres, toutes les choses qu'on peut conseiller sur le court terme. Et sur le plus long terme, il faut réfléchir à l'aménagement des villes pour que, justement, il y ait moins d'îlots de chaleur qui aggravent les choses dans les grandes villes, pour aller vite, voilà les points essentiels. Alain Mazot, s'il y avait 2 mots finalement pour résumer un peu ce qu'il est en train de se passer, ce serait précocité et intensité qui sont de plus en plus importantes que par le passé. Oui, tout à fait. Précocité et intensité. Précocité parce que, si vous voulez, du coup, la saison chaude, la saison d'été, dure plus longtemps. Elle commence plus tôt, elle va finir plus tard. Et la saison d'hiver est...
Donc précocité, intensité, voilà. Merci Alain Mazeau d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes climatologue au laboratoire de sciences du climat et de l'environnement. 14h23, restez avec nous à suivre sur BFM TV. Nous reviendrons sur la situation en Ukraine après ces frappes hier à Odessa dans le sud, mais aussi avec cet encerclement annoncé par les séparatistes pro-russes de la ville de Lysychansk, juste en face de Severodonetsk. Nous ferons le point dans notre journal de 14h30 avec nos invités. À tout de suite. C'est une opération commando secrète de l'armée ukrainienne. Cette évacuation a été une folie totale. Un pont aérien à haut risque pour briser le siège de l'usine Azovstal à Mariupol en Ukraine. Nous avions 30% de chances de réussir, 70% de ne pas revenir. Revenus de l'enfer, les survivants d'Azovstal racontent ces 2 mois terrés dans les bunkers de l'usine. On était bombardés de toutes parts, à la fois depuis la mer et depuis la ville. Je me disais, je vais peut-être mourir maintenant, mais j'aurais au moins pu revoir le soleil une dernière fois. Azovstal, l'histoire secrète. Lundi à 20h50 sur BFM TV. Disponible sur tablette, mobile et rmcbfmplay.com. Honor Magic 4 Pro. Des photos plus vraies que nature. La magie de l'image comme au cinéma. Et une charge ultra rapide. Honor Magic 4. The Power of Magic. Honor. Groupe Verlaine, c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur, un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable. Tous ensemble, améliorons le quotidien, réduisons nos factures. Groupe Verlaine, c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kg au prix unique de 9 900 €. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 36 20 et dites Groupe Verlaine. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Mais t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur arthurimo.com. Eh oh, c'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, oh, c'est la pub. Eh oh. Pas Versailles ici. Hop, 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 hop. C'est pas Versailles ici, la pub. Vous connaissez la pub? Non, mais c'est pas Hop, 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 hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, c'est simple. Une énergie moins chère et des services pour réduire votre consommation. Groupe Verlaine, c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur, un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable. Tous ensemble, améliorons le quotidien, réduisons nos factures. Groupe Verlaine, c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kg au prix unique de 9 900 €. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 36 20 et dites Groupe Verlaine. Tout est dit. Nouvelle Opel Astra hybride rechargeable. Venez l'essayer. La météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. Avec Tendré Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. Retrouvez la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs.
Les conditions sont anticycloniques sur le pays, un bel anticyclone sur le sud de l'Allemagne. C'est un temps stable qui nous attend dans le courant de ces prochaines heures. Regardez cette frange largement dégagée et ces températures qui grimpent alors essentiellement sur le sud-est du pays. On va découvrir tout cela dans le détail. Côté ciel, demain matin, globalement de très belles éclaircies. On aura quand même ce voile nuageux qui va vraiment concerner les régions centrales. Un temps très calme avec petit bémol aussi, quelques ondées possibles près des côtes de la Manche. Dans le courant de l'après-midi, globalement, le soleil résiste sur l'ensemble du pays. Mais on a cette zone centrale toujours qui, sur le centre-est notamment, pourrait apporter en cours d'après-midi un petit coup de tonnerre, une averse, localement un petit peu de grêle. Ce sera à surveiller. Quelques coups de tonnerre aussi possibles sur les Pyrénées. Partout ailleurs, c'est très belles éclaircies. Tout au plus, quelques passages nuageux. Mais sans conséquence sur le beau temps, ça sera très agréable. Vous le voyez, cette masse d'air qui rougit sur le sud-est notamment. Les températures vont grimper très haut dans le courant de l'après-midi. En matinée, des valeurs toujours très contrastées. 9 degrés à Brest, 15 à Paris, 15 à Bordeaux, 16 à Lyon, jusqu'à 22 degrés au réveil à Nice. Et c'est vraiment là que la chaleur va s'installer avec jusqu'à 37 degrés à Montélimar dans le courant de l'après-midi, 36 à Marseille, 34 degrés sur le golfe du Lion. Également du côté de Bastia, il en fera 25. À Paris, on attend 19 degrés seulement du côté de Brest. Un rapide coup d'œil à votre journée de lundi qui restera globalement bien ensoleillée avec ces orages sur les reliefs essentiellement. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. C'était la météo avec Tendre Plus. Tendre Plus, prenons goût au bon moment. C'était la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. À la une de votre journal à 14h30, nous ne voulons plus de matin aussi tragique qu'aujourd'hui. Volodymyr Zelensky s'insurge après les frappes russes sur Odessa dans le sud du pays. Dans le même temps, à l'est, les séparatistes affirment avoir encerclé et Lysychansk. Après s'être totalement emparés de Severodonetsk juste en face, nous serons tout à l'heure en ligne avec nos invités. 2 nouvelles manifestations pour le droit à l'avortement sont prévues aujourd'hui dans plusieurs villes de France. À Paris, le cortège va du 7e arrondissement jusqu'au Trocadéro et ces images en direct. Nous serons sur place dans un instant avec Sonia Carnero. Les premiers départs en vacances pour ce début juillet. Selon Bison Futé, c'est orange au niveau national dans le sens des départs. Est-il possible de faire de longs trajets avec un véhicule électrique? Focus dans ce journal. Un nouvel acte de terreur, la déclaration de Volodymyr Zelensky aux frappes hier à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, des bombardements d'immeubles d'habitation qui ont fait au moins 21 morts et 38 blessés, selon les autorités sur place. Bonjour Alexei Goncharenko, député ukrainien d'Odessa. Racontez-nous ce que vous avez peut-être vu, entendu de ces frappes à Odessa. À un moment de ce frappe, j'étais au sommet de l'OTAN à Madrid, mais maintenant je suis à Odessa. Ma famille a entendu ce frappe, ces grandes explosions. C'est absolument une frappe barbarique parce que nous avons 22 victimes. Un, c'est un garçon de 2 ans. Et toutes les victimes sont civiles, les gens civils. Il n'y a pas de rien objet militaire dans cette région. Et c'est comme acte de terreur de Poutine et aussi peut-être comme acte de revanche après la Russie a perdu l'île de Serpent à la mer Noire. Et après ça, peut-être comme leur revanche, ils ont décidé de tuer les gens civils à près de décembre. Une revanche des Russes, donc sans doute. Est-ce que vous pouvez nous décrire le quartier qui a été visé? C'est absolument terrible parce que c'est le grand immeuble résidentiel de 9 étages qui sont détruits et aussi ces 2 bases pour les enfants. Et aujourd'hui, un de ces bases doit recevoir beaucoup de garçons sportsmen de football. Et si cette attaque était réalisée aujourd'hui,
le numéro de victimes, le nombre de gens qui sont tués peut être beaucoup plus grand. Est-ce que vous avez la crainte que les forces russes n'envahissent Odessa, puisqu'on sait que c'est l'une des cibles vraiment de Moscou? Bien sûr, Odessa, c'est un des grands objectifs pour Poutine, peut-être pour aujourd'hui le plus grand objectif, parce qu'il ne peut pas prendre Kiev. Je pense qu'il a réalisé ça, mais pour Odessa, c'est la possibilité pour Poutine avoir quelques succès stratégiques, c'est couper l'Ukraine de mer et aussi se faire le couloir à Transnistria, qui sont les régions occupées avec la Russie, de la région de la Moldavie, qui sont occupées avec la Russie. Et aussi, Odessa, c'est la plus grande ville au bord de la mer Noire. C'est la question de le contrôle de la partie nord de mer Noire. Merci beaucoup, Alexei Goncharenko, d'avoir été avec nous en direct. Merci. Je rappelle que vous êtes député ukrainien d'Odessa. Le point sur la situation également dans le Donbass, alors que les habitants de Severodonetsk tentent de survivre sous l'occupation russe. Ceux de sa ville jumelle Lysychansk tentent encore de fuir l'avancée des troupes de Moscou. Les séparatistes déclarent avoir encerclé la ville selon des agences russes. Elisa Trana. Faire la vaisselle à la main dans une bassine. Dormir sous une toile tendue, à défaut d'avoir un toit. La vie à Severodonetsk s'organise, sans eau courante, sans électricité. Ces familles font partie des rares qui sont restées. Elles vivent désormais dans des sous-sols ou des logements délabrés. Comparé au bombardement, on peut dire que c'est calme maintenant. Vous essayez simplement de vivre avec ce que vous avez vu, mais c'est extrêmement dur et effrayant. Pas d'eau, pas de lumière. L'avenir le plus proche est effrayant. Il n'y a pas encore de raison d'être optimiste. Les forces russes se sont emparées de Severodonetsk la semaine dernière, après des semaines de combats acharnés. Malgré l'occupation ennemie, certains habitants se disent soulagés. Au moins le calme est revenu. Nous dormons maintenant tranquillement. Des courses ont été apportées. Les soldats nous ont aidés avec du pain. L'armée du Kremlin tente désormais de s'emparer de la ville voisine Lysychansk, dernier bastion de résistance dans la région de Lougansk. Les bombardements pleuvent de jour comme de nuit. Svetlana et son mari ont pris l'habitude de se cacher dans ce bunker. Un soldat ukrainien vient leur apporter un peu de nourriture. Oh, du pain! Je n'avais pas vu de pain depuis longtemps. J'en ai fait moi-même, mais je n'ai plus de farine maintenant. Des dizaines de personnes fuient chaque jour Lysychansk. Nina a trouvé refuge dans un camp de Dnipro avec sa fille de 3 ans. La ville de Lysychansk n'existe plus. Elle a pratiquement disparu de la surface de la Terre. Il n'y a plus de centre de distribution d'aide humanitaire. Il a été touché. Le bâtiment n'existe plus, comme beaucoup de nos maisons. Je suis restée presque jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce qu'ils atteignent le centre qui abritait l'aide humanitaire. Il a été détruit. Il y a eu beaucoup de victimes. J'étais parmi elles. J'étais couverte de gravats. Les gens m'ont aidée à me déterrer. Village après village, les Russes avancent. Leur prochain objectif serait de prendre le contrôle de la raffinerie de Lysychansk. Les observateurs internationaux sur place ont noté un renforcement des capacités blindées russes et une intensification des frappes aériennes autour de la ville. Bonjour Thomas Fichy de la Neuville, vous êtes professeur des universités, titulaire de la chaire de géopolitique à Rennes School of Business, spécialiste de la civilisation russe. On va faire le point avec vous sur ces différentes attaques ces dernières heures. Tout d'abord dans le Donbass, la ville de Bakhmout a été bombardée hier. Quelle est la stratégie russe dans toute cette région après, on le rappelle, la prise de Severodonetsk et l'offensive sur la ville clé désormais de Lysychansk? Après quelques déboires, quelques défaites initiales lors du grand mouvement de tenaille qui consistait à détruire l'armée ukrainienne pour la mettre dans un chaudron, les Russes se sont concentrés sur la partie orientale et méridionale de l'Ukraine. Leur stratégie est de s'emparer de la côte, de privatiser la mer d'Azov et de privatiser la mer Noire. Par conséquent, ils progressent difficilement, lentement, mais assez sereinement, avec des pertes importantes. Et pourtant, leur stratégie du bulldozer continue d'avancer. En face d'eux, aucune tentative diplomatique de trouver une solution à cette guerre. Donc la guerre se poursuit assez tranquillement du côté russe, avec une stratégie qui a été complètement réorientée vers la partie sud de l'Ukraine.
Effectivement, le sud de l'Ukraine, on va parler d'Odessa. On l'a vu, il y a eu ces bombardements avec 21 personnes tuées, 38 blessés. Quelle est la stratégie, quel est l'objectif russe dans cette ville d'Odessa? Est-ce que c'est une revanche par rapport à la perte de l'île aux serpents? Il faut replacer la stratégie russe dans le contexte géopolitique de la Russie. La Russie est un État continental qui a le plus grand mal à avoir des fenêtres sur la mer, et toute la stratégie des puissances océaniques américaines et anglaises a été de confiner la Russie. La Russie ouvre au XVIIIe siècle une première fenêtre sur la mer qui est Saint-Pétersbourg. C'est la fenêtre du Nord. Odessa est la fenêtre du Sud, c'est le pendant de Saint-Pétersbourg. C'est une région libérale, ouverte, qui a été colonisée par Catherine II à la fin du XVIIIe siècle, avec des populations extrêmement diverses. Donc c'est essentiel pour la Russie d'avoir cet oxygène d'une fenêtre sur la mer, d'une fenêtre libérale. En face, la flotte anglaise et américaine tente de bloquer la Russie depuis la mer. Une petite précision justement sur cette île aux serpents. L'Ukraine affirme que des bombes au phosphore ont été utilisées par les forces russes. Tout d'abord, pourquoi utiliser ce type d'arme si c'est bien le cas déjà? Et sachant que cette île, on le rappelle, est libre et vide de tout habitant. Effectivement, l'île aux serpents est donc au large d'Odessa. C'est un verrou stratégique. Elle a été au départ occupée par les Russes, mais les Russes ont eu des déboires en mer Noire. Ils ont perdu leur navire amiral qui a été coulé par les Ukrainiens ou bien par des forces spéciales occidentales, on ne sait pas très bien. Il y a le risque pour les Russes que d'autres navires soient coulés et que la mer Noire devienne un champ de bataille où ils perdent les uns après les autres leur flotte. Or, il faut savoir que la stratégie russe était recentrée sur son étranger proche et précisément sur la mer Noire. Donc pour eux, c'est extrêmement dangereux de trop s'avancer dans cette zone. Merci beaucoup Thomas Flichy de la Neuville d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV, donc sur cette situation en Ukraine sur laquelle bien sûr nous reviendrons dans nos prochains journaux. Dans l'actualité également, ce deuxième jour de grève des employés des aéroports de Paris, dans ce premier week-end de départ en vacances, pagaille à Roissy. Depuis ce matin, le mouvement qui doit se poursuivre jusqu'à demain, depuis 7 heures, c'est un vol sur 5 qui a été annulé, plus qu'hier, débrayage également à Marseille. Les travailleurs demandent des hausses de salaire à la hauteur de l'inflation. On voit ça avec David Bouteiller, Nicolas Coadou et Clément Gauvin. Il devait s'envoler pour Toulouse tôt ce matin. Mais c'est finalement à l'aéroport que Didier va passer sa journée après l'annulation de son vol. J'étais un petit peu désespéré parce qu'on me proposait qu'un vol le lendemain. Je ne voyais pas comment j'allais faire. J'étais très surpris, c'est tôt le matin. Ça m'a fait lever très tôt, arriver très tôt et l'échec est mat. C'était très douloureux. Ce samedi, de nombreux voyageurs ont préféré ne pas se rendre à l'aéroport après avoir été informés que de nombreux vols étaient annulés ou retardés. D'autres, comme Yannick, n'ont pas eu le choix. J'arrive du Gabon de Libreville et j'avais un vol, une correspondance pour Genève à 7h du matin. J'ai appris ça hier soir avant de monter dans l'avion à Libreville que mon vol était annulé. On attend, on patiente, on envoie des messages à la famille qui m'attendent. Des scènes qui risquent de se répéter car les salariés des aéroports entament un bras de fer avec leur direction. Malheureusement, aujourd'hui, on est au pied du mur. La direction nous laisse au pied du mur et on n'a plus que ce choix. Les choix qu'on déplore, nous on travaille toute l'année au bénéfice des passagers et de nos clients. Et aujourd'hui, on n'a pas l'intention de les mettre en difficulté. Nous aussi, on aimerait profiter des vacances et on ne le peut pas. Depuis vendredi, près d'un vol sur 5 au départ de Roissy a été touché par les perturbations du trafic aérien. 14h42, cette nouvelle manifestation pour défendre le droit à l'avortement. Aujourd'hui à Paris, la mobilisation qui se poursuit une semaine après la révocation du droit fédéral à l'IVG par la Cour suprême aux États-Unis. Sonia Carneiro-Antunes, on vous retrouve dans le 7e arrondissement de Paris. Le cortège part à 15h de la place Pierre-Laroque et il s'agit d'une mobilisation nationale. Oui, exactement. Vous le voyez, il y a des femmes, des hommes, des jeunes, des militants de tous âges. Tous se sentent concernés pour défendre le droit à l'avortement en France. Et je suis avec Suzy. Elle est membre du collectif qui a appelé à manifester. Suzy, c'est important pour vous de continuer à montrer votre soutien, notamment aux femmes américaines. Oui, c'est déterminant parce que la décision de la Cour suprême déterminera l'attitude de nombreux gouvernements dans le monde.
c'est-à-dire qu'ils peuvent être tentés de suivre l'exemple de la Cour suprême et de restreindre le droit à l'avortement. Donc c'est très important pour nous d'être là, pour manifester notre soutien avec les femmes des États-Unis. Vous êtes également là aujourd'hui pour demander le renforcement de la protection de l'IVG en France. Et pour cela, vous demandez l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution française. Oui, alors l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, mais avec toutes les garanties existantes. C'est-à-dire que les lois ne régressent pas, que tous les acquis soient inscrits. Mais on ne demande pas que ça. Par exemple, dans la loi qui a été votée en mars sur l'avortement, les sages-femmes peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse instrumentales. Eh bien, les décrets d'application ne sont pas sortis. Nous réclamons que les décrets d'application sortent par rapport au fait que les sages-femmes pratiquent ce type d'IVG. On manque de médecins à l'heure actuelle, il est très important qu'elles puissent le faire. Et par exemple, il y a une double clause de conscience des médecins et des sages-femmes sur l'IVG. On demande que cette double clause de conscience saute. Plus de 130 centres d'interruption volontaire de grossesse ont été fermés. On veut qu'ils se réouvrent. Vous voyez, il y a tout un tas de problèmes qui vont avec l'application du droit à l'IVG, qui est un droit fondamental. Merci beaucoup, Suzy. On va suivre évidemment en direct sur BFM TV cette manifestation qui va partir à partir de 15h. Il y a déjà près de 200-250 personnes qui sont réunies ici. Merci beaucoup Sonia Carneiro dans le 7e arrondissement de la capitale avec Amine Mohamed. On note qu'il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes qui sont présents pour qui la cause est importante donc dans les rues de Paris cet après-midi. La 7e vague de Covid en France et cette explosion de cas, plus de 125 000 nouvelles contaminations en 24 heures, des chiffres qui ont plus que doublé cette dernière semaine. Hausse également du taux d'incidence qui flirte avec les 900 cas positifs pour 100 000 habitants et du taux de reproduction du virus. Conséquence, les demandes de rappel vaccinal repartent en flèche également pour les Français éligibles. Mais pas simple, vous allez le voir, de trouver rapidement des créneaux disponibles face à cette difficulté. Certains professionnels de santé s'organisent. Mathias Arez, Hugo Dorsemène, Vincent Hénin, Lina Boudjaoudi avec Camilla Giudice. Asseyez-vous. Jean-Claude, 71 ans, est venu faire sa 4e dose de vaccin. Mais avant d'obtenir son injection, il lui a fallu passer par la liste d'attente de ce pharmacien. Quand les gens appellent pour prendre rendez-vous, pour dire qu'ils veulent se faire vacciner, on note leur nom sur la liste avec le numéro de téléphone et la raison pour laquelle ils veulent être vaccinés, les dates. Enfin, on pose des questions pour savoir s'ils sont éligibles et comment on peut les intégrer dans la liste. Après, un rendez-vous est pris. Et voilà, aujourd'hui, il y a 21 personnes qui vont être injectées. Dans cette pharmacie, on vaccine une quarantaine de personnes par semaine. Surtout des gens de plus de 60 ans éligibles à la 4e dose. Et d'autres, plus jeunes, qui viennent faire leur 3e. Il y a une remontée quand même de la Covid en France, avec des cas de plus en plus fréquents de contamination. Et les gens, en plus, veulent partir aussi en vacances en étant un peu protégés, donc demandent d'être vaccinés avant. Et il y a un peu embouteillage. Même affluence auprès de ce cabinet infirmier de Bordeaux. La demande avait disparu, mais depuis 15 jours, cette infirmière reçoit une dizaine d'appels par semaine. Elle a recommandé des doses et crée de nouveaux rendez-vous. Il faut que nous, on trouve le temps, puisqu'on n'a pas que la vaccination, on a tout le domicile. Donc il faut trouver un créneau dans la journée pour... faut avoir envie, quoi. Faut avoir envie de vacciner parce que c'est pas simple. Pour l'heure, la stratégie vaccinale reste concentrée sur les professionnels de ville, médecins, infirmiers, pharmaciens et sages-femmes, explique l'ARS. Les grands centres de vaccination, on en a eu besoin quand il a fallu vacciner toute la population. Et en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu presque 5 millions de personnes vaccinées en quelques mois. Là, on n'a pas sur ces volumes-là. Moins d'un quart des personnes âgées de plus de 75 ans ont reçu une 4e dose de vaccin en France. La suite à présent de la réouverture de ce cold case, ces affaires judiciaires non élucidées dans l'Allier, l'affaire Christophe Douard, après la mise en examen de l'ex-épouse du chasseur retrouvé décapité en 1995 pour meurtre. Le frère de la victime, sous le choc, livre un témoignage bouleversant à BFM TV et à Anne-Laure Bance. C'est un frère dévasté, sous le choc et surtout dans l'incompréhension la plus totale que nous avons pu rencontrer hier lors de son témoignage très fort sur notre antenne. 27 ans après les faits, il peine toujours à réaliser la nouvelle qu'il a appris jeudi soir de la mise en examen pour meurtre de son ancienne belle-sœur. À l'époque, après la découverte du corps sans vie et décapité de son frère, il continue d'entretenir des liens familiaux étroits avec son ancienne belle-sœur et son neveu. Je vous propose d'écouter son témoignage au micro de Yoann Chérifi.
J'ai été proche les premières années de la disparition de mon frère, puisqu'on se connaît depuis 40 ans. Je pense qu'elle m'estimait bien et que je l'estimais énormément. Moi, je me suis jamais fâché avec ma belle-sœur. J'ai toujours eu une relation très importante avec ma belle-sœur. On s'est toujours soutenu à la vie, à la mort. On s'est toujours soutenu. Je peux pas juger ma belle-sœur. Elle était un petit peu renfermée sur elle-même et tout ça. C'est quelqu'un que je vous dis que j'aimais énormément, et je peux pas la juger tout de suite. Je peux pas être dans le jugement. C'est pas possible. Depuis 1995, le frère de Christophe Douar n'a cessé de se mobiliser pour que l'enquête progresse et surtout se poursuive. Hier soir, face à nous, il évoquait sa colère face à l'abandon pendant plusieurs années de la justice, mais se montre reconnaissant envers son avocate ainsi qu'envers le procureur de la République de QC. Selon lui, c'est cet homme qui a permis de relancer le dossier, notamment avec une perquisition au domicile du couple en mai 2020 et surtout l'exhumation du corps du défunt en novembre 2021. C'est ce fait qui a permis de faire accélérer l'enquête et qui a conduit au placement en détention provisoire de son ancienne belle-sœur et de sa mise en examen pour meurtre. Nous sommes le samedi 2 juillet, premier week-end de vacances pour les chanceux qui ont déjà fini l'école. Bison Futé annonce au niveau national un trafic orange dans le sens des départs, mais vert pour les retours. Et avec des prix des carburants historiquement élevés, la voiture électrique semble une alternative économique pour les longs trajets. Dans la pratique, est-ce que c'est aussi simple que ça? Vous allez voir que quelques précautions restent nécessaires. Olivier Jouglar et Adrien Spiteri. Sur la route de ses vacances, Laurent vient recharger son véhicule. Merci. Depuis plusieurs années, cet automobiliste est passé à l'électrique, un choix qu'il ne regrette pas, mais qui présente certains inconvénients. C'est pas pratique, mais c'est bien malgré tout, c'est sympa. Dans l'immédiat, début juillet, août, je pense que ça va être un gros problème. Parce que beaucoup de monde. Parce qu'il y en a quand même pas mal maintenant, hein. Ça commence à arriver, je pense qu'il va y avoir de la bagarre, de la queue. Avec plus de 20 000 véhicules immatriculés au mois de juin, les ventes de voitures électriques augmentent en France. Des usagers satisfaits qui n'hésitent pas à faire de longs trajets en cette période estivale. J'ai jamais fait autant de bornes depuis que j'ai une voiture électrique, donc très bonne idée. Jamais eu de problème jusqu'à présent. Là, je vais dans le sud de la France et sans problème, ouais. Au total en France, plus de 60 000 points de charge publique étaient ouverts au 30 avril, soit une hausse de 55% en un an. Avant les longs trajets, certaines précautions sont toutefois à prendre selon ce spécialiste. Nous, ce que l'on conseille avant de partir sur des grands départs en vacances, c'est de bien prendre différentes applications pour regarder où s'arrêter et à quel moment, et de profiter de la pause qui est recommandée toutes les 2 heures pour se reposer, prendre un café, pour faire une recharge d'appoint et continuer son trajet. D'ici à 2023, l'État oblige toutes les stations-service des autoroutes à disposer de bornes de recharge rapide. 14h51, le foot et Igor Tudor va devenir le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille après avoir trouvé un accord sur 2 ans avec le club. Le coach croate de 44 ans succède ainsi à l'Argentin Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM. La météo. La météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. Avec Tendré Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. Retrouvez la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. Un anticyclone est venu se caler sur le sud de l'Allemagne et c'est du beau temps, des conditions tout à fait estivales sur le pays. Regardez cette France largement dégagée. Alors on a quelques petits bémols ce samedi, mais globalement sur l'ensemble du territoire c'est du soleil. Demain matin on va retrouver un voile nuageux qui va traverser le pays sur les régions centrales. On aura ici ou là quelques petites ondées près des côtes de la Manche, mais globalement un temps très calme, un temps très stable, un temps très ensoleillé. Dans le courant de l'après-midi, on conserve globalement de très belles éclaircies, mais vous le voyez, on pourrait avoir une petite instabilité sur le centre-est notamment, qui pourrait apporter des coups de tonnerre, localement un petit peu de grêle. Même chose au pied des Pyrénées, mais sur l'ensemble du territoire, on conserve
toujours ces très larges éclaircies. Une masse d'air de plus en plus rouge, notamment sur le sud-est, avec des températures extrêmement élevées. On va le découvrir demain matin. Des valeurs en hausse partout, 9 degrés seulement à Brest, 22 degrés à Nice, 15 à Paris. Et dans l'après-midi, des valeurs qui restent très élevées sur le sud-est, 37 degrés par exemple à Montélimar, 36 à Marseille, 25 à Paris. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. C'était la météo avec Tendre & Plus. Tendre & Plus, prenons goût au bon moment. C'était la météo avec Murprotec, spécialiste des diagnostics et traitements contre l'humidité des murs intérieurs. T'es tombé? Je fais des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée dès 60 ans. Le voir prendre vie, sentir son parfum, goûter sa finesse, entendre son éclat et atteindre l'excellence. Découvrez la force du nouveau 70% Corset Excellence par les maîtres chocolatiers Lindt. Bonjour, je suis votre algorithme. Je sais à quelle fréquence vous faites du sport, le plat que vous allez commander. Je connais même votre prochaine envie. Non, j'en doute. Nouvelle Alfa Romeo Tonale hybride. Live unpredictably. Rendez-vous sur BFM Toulon-Var, votre chaîne dédiée à Toulon et au Var. Info locale, météo, trafic, sport, RCT. 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 sur votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM Toulon-Var, canal 30 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Enterprise Rent-A-Car peut vous aider dans toutes les missions de la vie. Pour que vous puissiez vous déplacer, travailler et rentrer chez vous en toute liberté. Quelle que soit votre mission, Enterprise aide plus de 150 000 personnes à travers l'Europe chaque jour. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2 000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Alors moi ce matin ça a commencé cette nuit, vers 4 h. Doudou perdu, biberon, berceuse pour lui, insomnie pour moi. Tiens, si j'allais voir mes mails. Scroll, re-scroll, je me rendors à 7 h. Le réveil sonne à 7 h 15, puis à 7 h 20, puis à 7 h 30. Panique, rebiberon, petit-déj, on s'habille, on sort, on revient à cause du doudou, puis excuse nulle à la crèche. Après je prends ma voiture, tiens c'est marrant, plein de gens ont eu la même idée. J'aurais bien besoin d'une pause McCafé moi. Le matin, soufflez avec un café viennois et un muffin saveur chocolat noisette. Rendez-vous sur BFM Marseille-Provence, la chaîne des Marseillais et des Provençaux. Info locale, météo, trafic, sport, Olympique de Marseille. 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 sur votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM Marseille-Provence, canal 30 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Groupe Verlaine, c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur, un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable. Tous ensemble, améliorons le quotidien, réduisons nos factures. Groupe Verlaine, c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kg au prix unique de 9 900 €. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 36 20 et dites Groupe Verlaine. Plan 1, prise 2, action!
encore une fois, vas-y. On la regarde ensemble avec maman. Capturez et partagez les moments qui comptent avec iPhone 13 Pro et le réseau 5G Orange. Orange. Nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique, à partir de 260 € par mois, avec 3 ans de garantie, assistance et entretien inclus. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité à 15h. Un vol sur 5 annulé à l'aéroport de Roissy en ce jour de départ en vacances. Grosse perturbation depuis ce matin. Les grévistes demandent notamment des augmentations de salaire. Qu'en est-il de la situation désormais? Nous serons sur place dans un instant avec Thomas Herman. Plus de 125 000 contaminations quotidiennes en moyenne et des demandes de rappel vaccinal qui repartent à la hausse sans toujours trouver de créneau. Comment allons-nous passer cette 7e vague de Covid? Faut-il remettre le masque par précaution? Décryptage avec l'infectiologue Jean-Paul Stahl dans ce journal. La situation en Ukraine, au moins 21 personnes ont été tuées dans des frappes sur des immeubles de la région d'Odessa. On apprend également que selon les séparatistes, il y a un encerclement par les Russes de la ville de Lysychansk. On en parle en détail dans ce journal. Chaleurs inhabituelles au Japon après des températures élevées. Très précocement en France, le Japon fait lui aussi face aux conséquences du réchauffement climatique. Va-t-il falloir s'y habituer ou peut-on encore inverser la tendance? Les précisions du correspondant Constantin Simon sur place. À la une de l'actualité, donc la pagaille à l'aéroport de Roissy en ce jour de départ en vacances. 20% de vols ont été annulés ce matin, 120 vols supprimés sur toute la journée, avec une crainte pour ces vacances d'été. Les choses rentrent-elles dans l'ordre désormais? Les précisions de Thomas Herman sur place. La situation s'améliore cet après-midi, néanmoins il y a encore quelques complexités, notamment quand vous devez déposer vos bagages, eh bien ça peut prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. La sûreté également et la sécurité de l'aéroport est impactée par cette grève, ce qui peut occasionner quelques retards, notamment au moment du décollage de votre avion, puisque la sécurité des pistes est assurée par les sapeurs-pompiers qui, eux, sont en grève depuis jeudi, par exemple. Comment ça se passe du côté des usagers? Eh bien, ce matin, on avait un vol sur 5 annulé entre 7h et 14h. Cet après-midi, il n'y a plus d'annulation de vol, peut-être quelques retards par-ci ou là. Comment, d'ailleurs, ont réagi ces usagers? Écoutez-les au micro de David Bouteiller. Vol annulé chez Lufthansa, nous avons protégé chez Air France. On a fait des allers-retours entre les deux côtés du terminal de Roissy. Pour récupérer les bagages, oui, on a attendu longtemps. On a attendu 1h30, hein, 1h30 à peu près. Ouais. On n'était pas tellement prévenus. On savait qu'il y avait un mouvement à Charles de Gaulle, et puis ça s'est étendu à Orly, et maintenant c'est à Marseille également, et donc on a cru comprendre que c'était dans le pays entier. À quoi sert une grève si ça dérange personne? Une grève, c'est pour sensibiliser les gens finalement. Donc, faut dire aux gens, bah voilà, on a des problèmes, on vous en fait part. Alors qu'est-ce que demandent les syndicats et pourquoi ça bloque en ce moment? Eh bien, il y a des discussions qui sont en cours entre la direction d'ADP et les syndicats. Les syndicats demandent une revalorisation salariale de 6%, mais la direction s'est arrêtée à 3,5%. Ça bloque, il n'y a plus de dialogue depuis hier entre la direction d'ADP et les syndicats. Le préavis de grève, lui, c'est jusqu'à dimanche soir. Mais si ces discussions n'aboutissent pas, il est possible que le week-end prochain, il y ait une nouvelle situation perturbée ici à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, comme quoi les turbulences en ce moment, ce n'est pas que dans le ciel, c'est aussi au sol ici à Roissy. Dans l'actualité également, ces manifestations pour le droit à l'avortement dans plusieurs villes de France. Et vous le voyez sur ces images en direct de BFM TV. À Paris, eh bien, le cortège part de la place Pierre-Laroque dans le 7e arrondissement de la capitale jusqu'au 16e arrondissement place du Trocadéro. Une mobilisation nationale qui fait suite à l'onde de choc provoquée la semaine dernière par la décision de la Cour suprême américaine de révoquer le droit fédéral à l'avortement. On évoque également ce samedi l'épidémie de Covid avec cette 7e vague qui s'accélère. Plus de 125 000 personnes ont été testées positives en 24 heures. C'est plus 57% en 7 jours. Un taux d'incidence de 894 et un taux de reproduction nettement supérieur à 1. Et les hospitalisations sont elles aussi en forte hausse. Alors faut-il s'inquiéter de ce rebond épidémique? Écoutez les explications du professeur Bruno Megarban.
Écoutez, la situation dans le service de réanimation médicale est parfaitement stable. Nous n'avons pas de patients nouveaux qui présentent une pneumonie Covid. À l'inverse, nous avons un patient qui est infecté par le SARS-CoV-2 et qui est là pour d'autres raisons. C'est le cas très probablement de la totalité des services de réanimation, c'est-à-dire que pour le moment, la vague hospitalière correspond essentiellement à des personnes qui viennent pour d'autres raisons et qui sont infectées au moment de leur entrée par SARS-CoV-2. C'est le dépistage systématique que nous faisons à l'admission des patients à l'hôpital qui révèle cette infection. Alors quand même pour un certain nombre d'entre eux, notamment les personnes les plus âgées, il est probable que cette infection par SARS-CoV-2 ait précipité l'aggravation qui a fait que le patient a déséquilibré sa maladie de fond et s'est retrouvé hospitalisé. Alors c'est important ce que vous dites. Donc ces personnes qui sont actuellement dans votre hôpital ne sont pas venues pour des cas de Covid. Elles ne savaient pas qu'elles étaient positives. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup plus de cas qu'on ne le dit actuellement. Bien sûr. Et est-ce que ça veut dire aussi que les personnes du coup qui sont positives ne vont pas à l'hôpital, que ce n'est finalement pas si grave que ça, en tout cas pour permettre une hospitalisation? C'est surtout ça le point important, c'est-à-dire grâce à la couverture vaccinale qui est excellente dans la population générale de 80%, grâce aux infections antérieures que nous avons connues, il est probable, on estime que la moitié de la population a déjà rencontré Omicron précédemment. Grâce finalement aussi au fait que ces sous-variants sont un tout petit peu moins virulents que les variants précédents, eh bien, il y a une déconnexion entre les contaminations qui augmentent de façon très importante, comme vous l'avez dit, et finalement le rebond hospitalier qui est très modeste et qui est actuellement sous contrôle et qui finalement survient dans une période en tout cas pour les services de réanimation, où la situation est plutôt calme. À l'inverse, là où il peut y avoir une certaine inquiétude, c'est les services de médecine d'aval des services d'urgence, où là, il y a déjà saturation par manque de personnel, par fermeture de lits. Et donc, s'il y avait un excès, même minime, de personnes admises pour Covid-19, il pourrait y avoir un grave problème pour la prise en charge de ces patients. Ce Covid peut-il nous gâcher l'été, professeur ? Non, je ne crois pas. Non, sincèrement, je ne crois pas. On va dire aujourd'hui, tout le monde a bien compris les risques s'il était contaminé et les situations de vulnérabilité. Donc, à chacun d'adapter, on va dire, son comportement par rapport à ses propres risques. Donc, si vous êtes jeune, en bonne santé, sans comorbidité et vacciné, vous ne risquez quasiment rien, à part peut-être d'avoir un petit rhume pendant quelques jours. À l'inverse, si vous êtes âgé, vous avez des comorbidités, vous êtes immunodéprimé, vous avez une greffe d'organes, vous prenez des médicaments immunosuppresseurs, eh bien là, les choses peuvent être un tout petit peu différentes. Il faut être extrêmement prudent et vous avez deux gros moyens pour vous protéger. Le premier, c'est le port du masque dans les lieux clos, publics, mal aérés, typiquement les transports en commun. Et le second, c'est aller très vite faire votre dose de rappel, la deuxième dose, c'est-à-dire la 4e dose, qui va permettre de rebooster votre immunité et de vous protéger de façon plus efficace contre le risque d'être admis à l'hôpital pour une forme plus sévère de la maladie. On en vient à ce nouvel élément dans l'affaire Christophe Douard, ce chasseur retrouvé décapité en 1995. Sa veuve a été mise en examen hier et aujourd'hui, il y a ce témoignage du frère de la victime totalement bouleversé par ce nouveau rebondissement. Edgar Becquet, Anne Lorbance et Johan Cherifi. 27 ans après la disparition de son frère, Olivier est aujourd'hui dévasté par la mise en examen de son ancienne belle-sœur. Un écroulement total parce que je m'attendais vraiment à tout sauf à ça, donc je suis un peu par terre là. J'ai été proche les premières années de la disparition de mon frère, puisqu'on se connaît depuis 40 ans. Je pense qu'elle m'estimait bien et que je l'estimais énormément. Et je ne pensais pas qu'elle était capable de faire ça et de masquer ça pendant aussi longtemps. C'est chez lui que Christophe Douard a passé la soirée avant de disparaître, le 16 décembre 1995. L'homme est âgé de 28 ans et passionné de chasse. Il est retrouvé mort 10 jours plus tard, décapité dans un fossé de Bussé, une petite commune de l'Allier. L'ex-épouse de la victime, à droite sur cette image, est désormais la principale suspecte. Mais pour le frère de Christophe Douard, impossible que sa belle-sœur ait pu agir seule. Je suis certain qu'il y a une complicité.
J'en suis certain parce que c'est pas possible qu'une femme fasse tout ça. Physiquement, on peut pas faire un acte pareil et une machination comme ça toute seule. En détention provisoire depuis hier, la veuve de Christophe Douar continue de nier l'évidence, assure le procureur de l'Allier. La guerre en Ukraine, à présent, dernier bilan des frappes russes à Odessa, 21 morts et 38 blessés. Un grand immeuble et un complexe touristique ont été détruits. Le président Zelensky a évoqué un nouvel acte de terreur délibéré. De puissantes explosions ont aussi été entendues ce matin à Mykolaïv. Et selon les agences russes, les séparatistes disent avoir encerclé Lysychansk. On va commencer par cela avec vous, si vous le voulez bien. Patrick Martin-Genier, bonjour. Merci d'être sur notre plateau, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Cette ville de Lysychansk, c'est un point clé. C'est la grande ville, la dernière grande ville de la région de Lugansk, contrôlée par l'armée ukrainienne. C'est un point d'avancée important pour l'armée russe. Oui, c'est tout à fait, c'est en face de Severodonetsk, donc c'est une ville très importante, elle est en hauteur, et donc il est absolument nécessaire de contrôler cette ville pour contrôler une partie de cette région, de l'oblast en quelque sorte. Et donc c'est essentiel pour les Russes de le contrôler. Le seul problème, la seule difficulté des Russes, on le voit bien, c'est que les Ukrainiens continuent à tenir leur ville. C'est facile de bombarder, si j'ose dire, mais c'est nettement moins facile de contrôler. Ce qu'ils veulent, c'est contrôler. Aujourd'hui, ce sont des combats de rue qui se déroulent. Les Ukrainiens continuent à résister. Et la seule possibilité des Russes, c'est de continuer à bombarder pour terroriser et inciter la population à partir. Le risque qui se présente à cette ville, comme pour Mariupol, c'est un risque de famine, car il y a énormément de personnes qui restent, des civils coincés, ils n'ont plus de quoi se nourrir, de quoi boire, tout va être coupé. Donc c'est cela aujourd'hui. Il s'agit d'organiser un siège à défaut de pouvoir prendre possession de cette ville. Il y a même une raffinerie qui est autour, dont les Russes ont dit qu'ils avaient pris le contrôle. Les Ukrainiens continuent à dire qu'on se bat. Donc effectivement, le contrôle de cette ville devient essentiel pour le contrôle du Donbass. Il y a également dans le sud du pays ces frappes, à Odessa, hier, dans une zone d'habitation, une zone peuplée de civils. L'objectif de Vladimir Poutine, si tant est qu'on puisse le définir, on en parle régulièrement depuis ces 4 mois de guerre déjà, est-ce que c'est finalement de terroriser la population, où qu'elle soit, et surtout aussi peut-être de contrôler cette zone de la mer Noire, peut-être par revanche, après ce qui s'est passé sur l'île des Serpents? Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, il y a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est une revanche. Après que les Ukrainiens aient repris possession de l'île aux Serpents, qui est au nord-ouest de l'île de la mer Noire, qui permet effectivement de contrôler cette partie, c'est tout à fait essentiel. Cette île aux Serpents, dont on disait qu'elle ne servait à rien, en réalité, elle présente un intérêt stratégique. Elle est pas loin d'Odessa, vous l'avez dit, elle est pas loin de la Roumanie qui est dans l'OTAN. Donc c'est quand même tout à fait essentiel. Les Russes avaient dit qu'ils avaient quitté volontairement cette île. Bien sûr que non. Ils l'ont quitté contraint et forcé. Donc il y a, premièrement, un objectif de vengeance. Le second objectif, c'est bien évidemment, vous l'avez dit, de terroriser la population, parce que les Russes veulent montrer par cette frappe qui présente aucune utilité sur le plan militaire, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas en situation d'occuper Odessa. Ils ne le peuvent pas, ils n'ont pas le personnel, ils n'ont pas les effectifs, ils n'ont pas le matériel nécessaire. Donc il s'agit de terroriser la population pour bien montrer aux Ukrainiens que quel que soit le point du territoire, ils peuvent frapper. Frapper à Odessa, dans cette région, frapper à Kiev, et frapper sur n'importe quel point du territoire. Alors on dit ici, les militaires disent également que le matériel est tellement obsolète qu'il manque de précision. Donc on peut dire que c'est certainement vrai, mais à ce moment-là, ils assument complètement le fait de terroriser la population, c'est-à-dire qu'à quelques centaines de mètres près, ils n'ont strictement rien à faire du fait que ça touche des cibles ou militaires ou civiles. Vous restez avec nous, Patrick Martin-Genier. Dans les zones qui ont été occupées par les Russes, les blessures psychologiques sont considérables. L'ONG Médecins sans frontières détecte les plus fragiles et prend en charge ses habitants. Reportage à Hostomel, au nord de Kiev, signé Jérémy Muller et Caroline Philippe. Il y a eu des combats ici, des tirs. Un obus est tombé là. Le trottoir est explosé. Depuis les bombardements, je sursaute à chaque bruit. Les bombardements, Natalia les a vécus pendant plus de 3 semaines. Pour évacuer ce traumatisme, elle partage son vécu avec une psychologue dans ce centre médical. On s'est enfui, mais on est tombé sur une trentaine de soldats russes. Ils nous ont fait signe, demi-tour. J'étais stressée, je n'arrivais pas à changer de vitesse. Ils ont d'abord tiré en l'air et ensuite sur nous, dans la voiture. La chose la plus effrayante, ce sont les bombardements la nuit. Médecins sans frontières organise des séances de thérapie collective pour détecter les plus fragiles
Ils font aussi du porte-à-porte, puis ils accompagnent individuellement les patients, comme Natalia. Je prends des calmants. Je me confie. Et la psychologue me donne beaucoup de conseils. C'est sa 9e séance avec sa psychologue. Aujourd'hui, Natalia va beaucoup mieux, selon elle. Elle dormait mal, tout habillée. Et elle avait peur de tous les bruits dans la rue. Maintenant, elle dort en pyjama, elle mange bien. Elle a repris le travail et elle sort même de chez elle. Pour certains patients, une séance suffit. Pour Natalia, le suivi sera long. Elle a besoin d'être accompagnée encore plusieurs mois, selon les médecins. Et ne manquez pas ce document lundi soir sur BFM TV. Cette histoire d'un siège qui figurera sans doute dans les livres d'histoire, celui d'Azovstal, cette immense usine métallurgique de la ville de Mariupol au sud de l'Ukraine. Azovstal, l'histoire secrète, un document en ligne rouge à retrouver lundi à 20h50. Un extrait ce samedi, le témoignage de 2 rescapés du siège d'Azovstal. Ils ont vécu 64 jours, un peu plus de 2 mois, dans les souterrains du complexe industriel et racontent avoir cru mourir à plusieurs reprises. До 16 часов российское командование объявляет режим тишины. Гражданским лицам мы гарантируем безопасность и помощь в эвакуации из зоны боевых действий. Le 25 avril était annoncé comme une journée de cessez-le-feu. Mais quand on est sorti du bunker, alors que les militaires étaient en train de lire les noms de ceux qui allaient être évacués, les soldats russes nous ont vus depuis leurs hélicoptères et ils nous ont bombardés. Un faux espoir pour les civils qui regagnent précipitamment leur sous-sol. Quelques heures plus tard, la mort les frôle à nouveau. La nuit, une bombe est tombée à côté de nous. L'abri a été bien secoué. On a eu très peur. C'était une bombe de 3 tonnes. Elle a complètement endommagé notre bunker. Ma mère a eu un bras cassé à cause de la déflagration. Et une femme a été blessée à la tête. Il était très difficile de stopper l'hémorragie. L'explosion a bouché les sorties de notre abri. J'étais persuadée que ce bunker serait notre tombe. 15h15, du rugby à présent avec cette 9e victoire consécutive pour les Bleus, vainqueurs du Japon 42-23. Premier match de la tournée estivale du 15 de France. Les hommes de Fabien Galtier qui ont inscrit 5 essais par Damien Penaud à 2 reprises. Mathis Lebel, Yoram Moefana et Pierre Bourgarit. Un match qui s'est joué sous une chaleur caniculaire avec un air étouffant. Il a fait plus de 35 degrés avec un très fort taux d'humidité par ailleurs. Il a fait vraiment très chaud pendant cette rencontre. Le Japon connaît actuellement des chaleurs inhabituelles pour la saison. On retrouve Constantin Simon, correspondant au Japon. C'est vraiment ça qu'ont dû affronter aujourd'hui les joueurs de rugby français, non seulement les Japonais, mais aussi cette chaleur absolument suffocante. En juin, le thermomètre a franchi dans les régions autour de Tokyo la barre des 40 degrés. Ça n'était jamais arrivé. En plus, quand il fait 40 degrés ou, comme vous le disiez, 35 degrés au Japon, il faut comprendre qu'en fait, il y a une humidité très forte. Donc, c'est vraiment un hammam. On a l'impression d'être dans un bain d'eau. On dégouline toute la journée. C'est vraiment ce qu'ont dû ressentir aujourd'hui les joueurs de rugby français. Alors, les autorités japonaises sont assez inquiètes. Qu'est-ce qui explique, si vous voulez, une telle chaleur, alors que normalement, on devrait être en pleine saison des pluies, le fameux Tsuyu japonais, en juin et jusqu'à normalement, à la mi-juillet, il y a normalement la saison des pluies. Il devrait faire beaucoup plus frais. Ce n'est pas le cas. La saison des pluies a été, sans doute à cause du réchauffement climatique, la plus courte de l'histoire du Japon. Elle s'est finie très en avance à la fin juin. Voilà. Alors, les autorités sont extrêmement inquiètes. Elles ont fait des appels à la population à économiser l'énergie, notamment à mettre les climatiseurs à peu près pas moins de 28 degrés, parce que le Japon a peur d'une coupure totale, notamment pour la région de Tokyo qui compte près de 40 millions d'habitants. Un Japonais sur 3, cela pourrait arriver. Le Japon a des gros problèmes d'électricité et ça serait un problème notamment pour les vulnérables, les enfants en bas âge, les bébés, mais surtout les personnes âgées. Rappelons tout de même que le Japon compte 30% de sa population qui a plus de 65
5 ans. Il y a 6 centenaires pour 1000 habitants. C'est le double du chiffre en France. Donc voilà, c'est pour ces personnes-là en particulier que les autorités sont très inquiètes. Merci beaucoup Constantin Simon d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Alors pour bien comprendre ce qu'il est en train de se passer, tous ces phénomènes météorologiques, nous sommes avec Alain Mazot. Bonjour, vous êtes climatologue au LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Les Japonais, on l'a vu, donc subissent ce que l'on a vécu nous aussi avec cette canicule très précoce en juin. Aucune partie du monde finalement n'est épargnée par ces vagues de chaleur d'une intensité assez inhabituelle. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à ces canicules inédites? Oui, d'une certaine façon, oui, il va falloir s'habituer, s'adapter, parce qu'avec le réchauffement climatique causé par les activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre, ces événements arrivent de manière plus précoce dans la saison, et puis c'est de l'air aussi plus chaud qui arrive. D'une façon générale, j'ai regardé rapidement, au Japon, il y a une configuration un peu comme nous avons eu il y a quelques semaines, avec une dépression côté sud-ouest et un dôme de chaleur côté sud-est, et ça fait comme deux roues qui envoient là-bas de l'air très chaud. Alors, face à la... Oui, allez-y, pardon, terminez. Oui, encore une fois, le réchauffement climatique favorise l'intensité de ces événements et aussi leur arrivée plus précoce en saison. Il va donc falloir s'y habiter, il va falloir aussi adapter nos comportements. Par exemple, à Tokyo, on demande aux habitants d'économiser l'électricité. Que peut-on faire face à ce genre de phénomène ? Oui. Alors, sur le court terme, il faut se protéger, sans doute rester chez soi, fermer les fenêtres, toutes les choses qu'on peut conseiller sur le court terme. Et sur le plus long terme, il faut réfléchir à l'aménagement des villes pour que, justement, il y ait moins d'îlots de chaleur qui aggravent les choses dans les grandes villes. Pour aller vite, voilà les points essentiels. Disons. Alain Mazot, s'il y avait deux mots finalement pour résumer un peu ce qu'il est en train de se passer, ce serait précocité et intensité qui sont de plus en plus importantes que par le passé. Oui, tout à fait. Précocité et intensité. Précocité parce que, si vous voulez, du coup, la saison chaude, la saison d'été, dure plus longtemps. Elle commence plus tôt, elle va finir plus tard. Et la saison d'hiver est réduite. Les premiers départs en vacances d'été et cette journée classée par Bison Futé orange ce samedi dans le sens des départs partout en France. Vous le voyez, ce sera vert demain pour la journée. Ça roulera mieux et puis les retours, en tout cas, c'est déjà vert aujourd'hui. Certains d'entre vous vont peut-être rejoindre les plages. Sachez qu'avec l'arrivée précoce des fortes chaleurs cette année, qui ont provoqué une sécheresse dans de nombreux départements, eh bien, pour préserver les ressources en eau, certaines communes ont décidé de supprimer les douches de plage. C'est le cas notamment dans le Morbihan. Reportage d'Hugo Smag et Pierre-Emmanuel Bessé. Sur la plage de Guidel, dans le Morbihan, inutile de chercher les douches. Elles ont été retirées. La décision vient de la mairie et son objectif est clair, préserver la ressource en eau. Il faut utiliser l'eau à bon escient pour des usages qu'on va dire indispensables ou essentiels. Je pense qu'il y a des usages de l'eau ou des consommations d'eau dont on peut se passer. C'est le cas, selon nous, des douches de plage. Baigneurs ou surfeurs, les usagers de la plage comprennent l'initiative du maire. Le mieux, c'était d'être dans l'eau ce matin. La douche, après, c'est anecdotique. Moi, je suis là toute l'année, en fait. Du coup, la douche, voilà, pour moi, c'est à la maison. Je me change sur la plage et ensuite, je prends ma douche chez moi. Si c'est une question d'écologie et tout, pourquoi pas, oui. Quelques kilomètres plus au sud, la commune de Port-Louis a fait le choix inverse. Pour le maire, c'est avant tout l'argument économique qui le pousse à maintenir la douche sur la plage. Si cette douche n'existait pas, les gens ne pourraient pas, sans doute, en partant de la plage, décider d'aller manger au restaurant ou tout simplement d'aller faire des courses en ville. Ils commenceraient par se retirer, d'aller chez eux, prendre une douche. Donc effectivement, elle est intégrée au circuit économique de la ville. Cet été, de nouvelles vagues de chaleur sont attendues. Les préfectures pourraient alors limiter l'usage de l'eau et fermer les robinets des douches de plage. 15h22 à suivre sur BFM TV. Nous reviendrons sur la situation en Ukraine au lendemain de cette attaque, de ces bombardements à Odessa, dans le sud du pays. Une attaque, un nouvel acte de terreur délibéré selon le président ukrainien. Et dans le même temps, à l'est, les séparatistes affirment avoir encerclé la ville de Lysychansk. On vous dit tout dans notre journal de 15h30. À tout de suite.